matin, précisément le 2 juillet, des cargos, 30 cargos et des loubards ont été déversés au nouveau quartier abattoir à Port-Boué, où il y a 600 logements en dur. Ce quartier n'est pas situé dans une zone inondable, parce que c'était en saison pluvieuse. Ce n'est pas situé dans une zone inondable. Les habitants du quartier n'ont reçu aucune mise en demeure, on les a surpris, et c'était le premier jour des écrits du bac. Imaginez-vous un seul instant être à la place de ces parents-là. Le matin, vous vous apprêtez pour que l'enfant puisse aller composer, et vous êtes surpris par des forces de l'ordre et des loubards pour venir casser vos maisons. Et ces maisons ont été cassées en une seule journée. Ceux qui ont pu sauver quelque chose, c'est ceux par qui on n'a pas commencé. Et donc, ils ne savaient pas où mettre leurs affaires. Ce qui fait que, comme le cimetière n'était pas loin, certains sont allés s'installer là-bas. D'autres ont cherché, comme c'était les vacances scolaires, d'autres ont cherché à s'installer dans des écoles. Et juste aujourd'hui où je vous parle, ces populations n'ont reçu aucune indemnisation. Aucune. Et donc, il y a eu plusieurs cas comme ça de déguerpissement abusif. Actuellement, il y a un groupe qui est au complexe sportif de Hongrie. Ils étaient installés dans un bas-fond qui n'est pas loin de la cité Mermoz. Le 4 juillet également, on les a déguerpis, sans mesure d'accompagnement aussi. Et la mairie de Cocody les a installés au complexe sportif de Hongrie, qui est un équipement public. On les a installés là-bas sous un chapiteau. Je ne sais pas si chacun sait ce que c'est qu'un chapiteau, mais vous imaginez 74 familles, plus de 300 personnes sous ce chapiteau-là. Ça veut dire que plus aucune famille n'a d'intimité. Et là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y avait même pas de latrine. C'est dernièrement qu'on leur a mis 2 latrines mobiles. Donc vous imaginez les conditions dans lesquelles étaient ces familles-là. Il y avait des bébés, des femmes enceintes. Dernièrement même, il y a eu qui a accouché de jumeaux prématurés. Elle ne sait pas comment subvenir aux besoins du bébé. Et donc, il y a le cas des déguerpis. Il y a aussi le cas de la police universitaire. Personne ne les a envoyés. Eux-mêmes, en mars 2013, ils ont décidé de créer une police universitaire. Ils ont recruté 600 jeunes. On leur a donné des tenues, on les a formés, tout. Si vous voyez, vous allez sur Internet, vous allez voir leurs photos. Ces jeunes-là ont été recrutés en mars. En avril 2013, le décret a été pris en mars, ils ont commencé en avril. Et ils ont signé un contrat avec l'État de Côte d'Ivoire. Ce contrat-là dit qu'on devait leur donner 200 000 par mois. Et au lieu de donner les 200 000, d'abord même le contrat est arrivé avant que l'État lui-même le signe. C'est eux qui ont signé d'abord. On leur a dit qu'on leur enverrait une copie après. Cette copie n'est jamais arrivée jusqu'aujourd'hui. Et donc après ça, on a commencé à leur donner 100 000 par mois à travers une société écran. Parce que normalement, si c'est l'État qui vous paye, le Trésor fait le virement directement sur les comptes. Mais il y a une entreprise qui appartient à l'un des leurs, qu'on appelle la CIM-DCI, qui payait 100 000 francs aux jeunes gens. Et les jeunes gens ont supporté cela pendant 5 ans. Quand à partir d'octobre 2018, ils ont commencé à se plaindre, non seulement on ne leur a plus donné les 100 000, mais on les a démobilisés en créant une nouvelle société où ils ont embauché une partie. Et l'autre partie est actuellement au tribunal du travail contre l'État. Donc vous voyez que c'est une autre injustice qui n'était pas nécessaire. Il y a le problème des pompes funèbres que tout le monde connaît. Ce n'est pas un sujet qui est gai, mais la mort fait partie de la vie. Et donc, vous savez comment les funérailles se passent chez nous. Il se trouve qu'en janvier 2017, le district d'Abidjan, le même, parce que c'est le district qui a cassé les maisons de Port-Boué, le même district d'Abidjan a pris la décision de donner le monopole des pompes funèbres à Ivosep. Et vous savez à quelle famille appartient Ivosep. Vous savez aussi que Ivosep n'est pas une société d'État. C'est une société privée qui appartient à la famille de Sidi Diallo. Et c'est la société des pompes funèbres la plus chère de Côte d'Ivoire. C'est en fait une société de luxe. Ne va pas à Ivosep qui veut. Voilà. Donc, Ivosep sous-traitait
les différentes prestations de pompes funèbres avec 211 entreprises légalement constituées. On dit que nous sommes dans une économie libérale. Est-ce que c'est normal qu'à un moment donné, on décide de donner le monopole de tout le district à une seule entreprise? Et maintenant même, ça s'étend à l'intérieur du pays. Donc, depuis qu'ils ont pris cette décision, ces 211 entreprises sont dans des difficultés. Ils ne peuvent plus exercer normalement. Ils sont obligés de se cacher pour vendre leurs services, ce qui n'est pas normal. Donc, il y a deux impacts. Non seulement on met à mal plus de 1000 employés, parce que chaque entreprise a au moins 5 employés. Si vous faites le calcul, la Cipofu qui est sur la route de Dabou en emploie 86. Donc, vous voyez que c'est près de 1500 personnes qui ont leur travail qui est mis à mal. Et donc, il y a ça, mais il y a aussi le fait que, du point de vue sanitaire, c'est très dangereux. Vous savez que les genres de mort sont différents, évidemment. Et quand ils font ça, ils obligent le peuple ivoirien à prendre un cercueil à Ivosep quand il a un décès. Ça veut dire que quand vous perdez quelqu'un dans un hôpital public, tant que vous n'avez pas pris un cercueil d'Ivosep, on ne vous donne pas le corps. Ce qui fait que les gens sont appelés à acheter 2 cercueils. Si par exemple, le modèle de cercueil qui me plaît, on le fait dehors à 300 000, Ivosep va le faire à 1 million. Je préfère acheter un cercueil qui coûterait 25 000 dehors à 75 000 à Ivosep, et puis acheter après le cercueil de 300 000. Je vais dépenser 375 000 contre 1 million que j'aurais pris si je prenais l'autre cercueil à Ivosep. Mais le problème, c'est que le transfert du corps d'un cercueil à un autre se fait dehors et dans des conditions qu'on ne maîtrise pas. Donc, du point de vue sanitaire, c'est pas bien. Du point de vue économique aussi, c'est le peuple qui en pâtit. D'abord parce que c'est pas toutes les cultures qui enterrent avec des cercueils. On ne peut pas obliger tout le monde à acheter un cercueil. Et on ne devrait pas obliger tout le monde à acheter son cercueil avec Ivosep. Du coup, vous voyez qu'il n'y a pas de liberté à ce niveau-là et ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de cas. Vous avez entendu parler des fonctionnaires fictifs. En réalité, ils ne sont pas si fictifs que cela. Et c'est plus de 1000 personnes qui ont été victimes de cette mesure d'extrait de la fonction publique, ces fameux fonctionnaires fictifs. Quand on a un matricule, on n'est pas fictif. Quand on a eu un certificat de prise de service en bonne et due forme, on n'est pas fictif. On a eu un chef de service, on a travaillé, et ces jeunes gens-là, malheureusement, n'ont pas eu le temps de recevoir leur rappel. Quand on sait ce que ça représente en Afrique, ils n'ont pas eu le temps de recevoir leur rappel quand on les a retirés des fichiers de la fonction publique. Ils sont allés se plaindre à la justice, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la justice n'a plus de valeur. Ils ont eu 2 décisions de la chambre administrative qui demandent qu'on les réintègre. Mais on ne les a toujours pas réintégrés et puis il n'y a rien comme on dit en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le problème de la justice est vraiment très grave. Vous avez un de nos groupes de victimes qu'on appelle les gens de Niangon-Bité. Vous savez qu'acheter un terrain, ce n'est pas facile, encore moins construire une maison. Il y a 421 personnes qui ont acquis des lots sur un lotissement de Niangon-Bité. Ils ont acquis leur lot en 2006 avec les villageois. Ils ont fait les papiers. À partir de 2008, les lauriers sont venus dire que la SCI les lauriers. Ils sont venus dire que le site leur appartient. Et à l'insu de ces propriétaires, certains ont commencé à construire. Si vous allez dans ce quartier aujourd'hui, c'est des immeubles, c'est des duplex, vraiment. Et la plupart sont du 3e âge à la retraite. Les lauriers sont allés traduire ces gens-là en justice sans qu'ils ne soient informés. Et comme ils sont vicieux, c'est Dieu même qui a eu pitié des gens parce qu'à 2 jours du verdict, ils ont eu l'information qu'on allait prononcer un verdict contre eux. Et c'est comme ça qu'ils ont rapidement pris un avocat qui est allé à l'audience
Et c'était à 2 jours des vacances judiciaires. C'était à dessein, parce que si ils n'avaient pas eu vent de cela, qu'ils n'avaient pas rapidement pris un avocat, une décision allait être prise contre eux et ça allait s'exécuter parce que ce seraient les vacances judiciaires, ils n'auraient pas eu de recours. Et l'ORI en aurait profité pour exécuter la décision. Dieu merci, ça s'est su. Donc quand ça s'est su, l'audience a été reportée à la reprise. Et à la reprise, comme on a été informé, je vous assure, tous les mardis, on laissait notre travail, on partait au tribunal de Yopougon, habillés avec des t-shirts pour dire ne touchez pas à nos habitats. On a fait ça tous les mardis. Tous les mardis, ils ont reporté. Quand ils étaient fatigués, ils ont transféré l'affaire au tribunal du commerce. Mais si on n'avait pas fait tout ce tapage, les gens allaient perdre leur maison. Et on allait casser. Il y a 10 maisons même qui avaient déjà été cassées par les nourris. Donc, on ne peut pas vraiment tout dire. Je vous assure que si je veux vous égrener tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire en matière d'abus et d'injustice, on sera ici jusqu'à demain matin, on n'aura pas fini. Il y a beaucoup de routes qui sont victimes. Le problème, c'est que là-bas, on règne par la terreur. On n'a pas le droit de parler, on a encore moins le droit de manifester. Donc, quand nous avons créé l'ARDH, c'était pour que les plus faibles se sentent un peu forts en étant ensemble. Donc, nous nous sommes mis ensemble et on a fait un rapport. Parce que la communauté internationale voit, mais elle ne dit rien. Donc, on a fait un rapport trimestriel où on a présenté tous les cas dont je vous ai parlé, et bien plus, parce que, comme je vous ai dit, vraiment, on ne peut pas tout citer. On ne peut pas tout citer. On a fait un rapport illustré. Et le 11 décembre 2018, nous avons fait la publication de ce rapport-là. Et nous l'avons transmis à toutes les chancelleries. Et à l'occasion de cette publication, on a annoncé une marche pour le 19 décembre. Une marche qu'on a appelée la marche des gilets oranges. Pourquoi une marche? Une marche parce que toutes ces victimes-là, chacune plutôt selon son cas, avait épuisé déjà tous les recours. Et quand on a créé l'ARDH, nous avons écrit nous aussi à tous les ministères techniques concernés par ces problèmes-là. Personne n'a réagi. Face au mutisme de l'administration, on n'avait pas d'autre choix que de manifester. Et quand nous nous sommes réunis, tout le monde a opté pour une marche. C'est comme ça qu'on a dit, bon, le 19 décembre 2000, parce qu'on voulait marcher avant les fêtes, le 19 décembre 2018, on allait faire notre marche, et c'était un mercredi. Donc, le même 11, où on a fait le lancement du rapport, là, on a écrit à la préfecture d'Abidjan pour leur demander de venir encadrer la marche. Parce que selon la Constitution, c'est notre droit. On n'a pas besoin d'autorisation pour ça. Mais on leur a demandé de venir encadrer la marche. Le 11. Le 13, le préfet d'Abidjan a délégué un de ses secrétaires généraux, un certain Doumbia, pour nous recevoir. Il nous reçoit, il nous dit qu'on ne peut pas autoriser la marche. Il nous tend un courrier où c'est marqué interdiction de marcher. On lui a dit, mais nous, ce n'est pas pour le plaisir qu'on veut marcher. Voilà la situation des gens. Et on ne fait rien, alors que certains vivent un véritable désastre humanitaire. Vous savez, quand c'est comme ça, là, c'est à nous que les gens donnent les ordonnances. C'est à nous que les gens expliquent leurs problèmes. On n'a pas de budget pour ça. Mais on fait ce qu'on peut. Et donc, si vous ne voulez pas que nous marchions, c'est simple. On engage des échanges pour trouver des solutions aux problèmes des gens. Des problèmes que vous avez vous-même créés. Ils ont dit non, que ce qui est sûr, eux, ils ont refusé. Si on s'engage dedans, c'est à nos risques et périls. Ça, c'était le 13. Le 17 décembre, c'est monsieur le directeur général de la police, un certain Kouyaté, je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a lui, son adjoint et puis le préfet de police. Ils nous reçoivent à leur bureau pour nous dire que si on veut aller à la Mbaka, il y a des places qui se sont libérées. Et donc, si on veut qu'on marche, eux là, ils sont des exécutants. Ils ont eu pour ordre de nous empêcher de marcher par tous les moyens.
Je leur ai dit, mais tous les moyens, là, ça pouvait être utilisé pour encadrer la marche. Parce que nous, on a choisi l'itinéraire à dessein. Nous partons du carrefour de l'Indénié au palais de justice. C'est un itinéraire qui est tellement court que si on est encadré, même en 30 minutes, on a fini. Et sur l'itinéraire, il n'y a rien à casser. Au contraire, on est encadré de part et d'autre par les forces de l'ordre. Donc, c'est vraiment de façon symbolique que nous voulons marcher, puisque le gouvernement fait la sourde oreille face à nos problèmes. Ils nous ont dit ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils avaient à le dire là. Ils nous ont dit, si on veut, on n'a qu'à marcher. Mais vous savez, malheureusement, les Ivoiriens ne sont pas solidaires. Et on ne connaît pas nos priorités. Les gens sont dans des querelles de partis politiques, des querelles